Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'une des idées les plus dingues de l'intelligence artificielle, les réseaux antagonistes génératifs, qu'on appelle aussi les GAN. C'est une technologie qui est en train de complètement brouiller les lignes entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. On commence avec une question qui a l'air de sortir tout droit de la science-fiction. Et si on pouvait transformer un gribouillage, un dessin tout simple, en une photo plus vraie que nature? Eh bien, ça paraît fou, mais c'est précisément ce qu'un certain type d'IA arrive à faire aujourd'hui. Le résultat est juste bluffant. Prenez l'IA Gogan de NVIDIA. Ce n'est pas juste un logiciel qui fait du coloriage, hein. Il va interpréter un dessin hyper simple où chaque couleur correspond à un élément, le bleu pour l'eau, le vert pour une colline, et à partir de ça, il génère un paysage complet avec les reflets dans l'eau, les textures des rochers, la lumière. Le saut entre le dessin de départ et le résultat final est juste sidérant. Forcément, ça soulève une question hyper intéressante. Est-ce qu'on peut encore parler d'art quand l'artiste, c'est un algorithme? Et surtout, comment est-ce que cette magie fonctionne? Comment une machine arrive à passer de quelques taches de couleur à une image aussi riche, aussi complexe? En fait, la clé, c'est que la machine n'invente rien à partir de rien. Cette technologie, donc le fameux réseau antagoniste génératif ou GAN, a d'abord appris en analysant des millions et des millions de vraies photos de paysages. Elle a intégré à quoi ressemble un rocher, comment la lumière joue sur l'eau, la forme d'un nuage. En gros, elle n'imite pas une photo en particulier, elle a compris l'essence même d'un paysage pour en recréer un nouveau. Pour bien comprendre comment un GAN devient aussi bon, la meilleure analogie, c'est d'imaginer une compétition. Un jeu du chat et de la souris hyper intense entre un faussaire absolument génial et le plus grand expert en art du monde. C'est une bataille où chacun va pousser l'autre à devenir meilleur. Bon, derrière ce nom un peu barbare se cache exactement cette idée de compétition. Un GAN, c'est en fait deux intelligences artificielles, deux réseaux de neurones qui s'affrontent en permanence. Le mot important ici, c'est antagoniste. Ils ont des buts totalement opposés et c'est de ce conflit que va naître la créativité incroyable de la machine. Alors, décortiquons un peu ces deux rôles. D'un côté, on a le générateur. C'est notre faussaire. Son seul et unique objectif dans la vie, c'est de créer des images tellement parfaites qu'on ne peut pas les différencier de vraies photos. Et de l'autre côté, on a le discriminateur. Lui, c'est l'expert. Son job, c'est de démasquer le faussaire. C'est de dire « ça, c'est une vraie image et ça, c'est une fausse, une création du générateur ». Et c'est cette dynamique, ce duel permanent, qui est le vrai moteur de tout le système. Il faut bien comprendre qu'au départ, aucun des deux n'est très malin. C'est leur affrontement répété qui va les forcer à s'améliorer de façon exponentielle. Voyons un peu comment ça se passe. Au tout début, notre faussaire, le générateur, est vraiment nul. Il produit une sorte de bouillie de pixels, du bruit. Évidemment, l'expert, le discriminateur, le grille tout de suite. Facile. Mais à chaque fois qu'il se fait prendre, le faussaire apprend de ses erreurs et il ajuste sa technique. Du coup, l'expert est obligé d'affiner son propre jugement pour ne pas se faire avoir la fois d'après. C'est une boucle sans fin. Plus le faussaire devient bon, plus l'expert doit devenir vigilant, et inversement. Et cette compétition, cette boucle où deux intelligences s'entraînent l'une l'autre pour devenir meilleures, eh bien c'est ça le cœur du deep learning, de l'apprentissage profond. Et les GANs en sont vraiment une des illustrations les plus spectaculaires. Et après des millions et des millions de cycles d'entraînement, on atteint un point de bascule. Le générateur est devenu tellement bon que l'expert, le discriminateur, se trompe une fois sur deux. Il n'arrive plus à faire la différence. C'est à ce moment-là, très précisément, que les images générées deviennent, pour nous, humains, impossibles à distinguer de la réalité. D'accord. Maintenant qu'on a compris la mécanique, la grande question c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire avec cette usine à réalité? Parce que les applications vont bien au-delà de la création de jolis paysages. Le monde de l'art, par exemple, a été l'un des premiers à être complètement retourné. Cette œuvre, le portrait d'Edmond de Bellamy, n'a pas été peinte par un être humain. Elle a été imaginée et créée de A à Z par un algorithme. Et sa vente chez Christie's pour près d'un demi-million de dollars, ça a marqué un vrai tournant. La question est devenue concrète. Une machine peut-elle être une artiste? Sur un plan plus pratique, il y a la restauration d'images. Un GAN peut littéralement halluciner les parties manquantes d'une vieille photo abîmée en se basant sur tout le reste de l'image. Il ne fait pas que combler un trou, il imagine de façon super cohérente ce qui devrait s'y trouver avec un réalisme assez incroyable. Et attention, ça ne s'arrête pas du tout au visuel. En analysant ce qu'on appelle les empreintes vocales, ces spectrogrammes, un GAN peut apprendre à cloner une voix, c'est-à-dire transformer la voix d'une personne pour qu'elle parle exactement comme une autre, tout en gardant la même intonation, le même message. Mais bien sûr, un pouvoir aussi immense a forcément son côté obscur.
C'est de là que vient le fameux terme deepfake ou hypertrucage, des contenus fabriqués de toutes pièces mais qui ont l'air parfaitement réels. On a tous vu passer ces fausses images du pape avec une doudoune ou ces vidéos qui manipulent des discours politiques. Ça rend la distinction entre le vrai et le faux de plus en plus compliquée. Et c'est là que le vrai défi commence pour nous tous. Quand une machine peut imiter la réalité à la perfection, comment est-ce qu'on s'adapte en tant que société? Les implications sont énormes parce que ça touche au fondement même de ce en quoi on a confiance. Les agences de sécurité, comme Europol, ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme depuis un moment. Le risque numéro 1, c'est l'utilisation des deepfakes pour des campagnes de désinformation massive, capables de manipuler l'opinion publique et de perturber les élections, par exemple. Et concrètement, la liste des usages criminels potentiels fait assez froid dans le dos. Ça va des escroqueries financières où on clone la voix d'un patron pour donner un faux ordre de virement, à la création de fausses preuves dans un procès, sans parler d'usages encore plus sombres liés au harcèlement ou à la propagande. Face à cette menace, les législateurs commencent doucement à réagir. En France, par exemple, la loi s'est durcie. Publier un deepfake sans le consentement de la personne et sans dire clairement que c'est un montage, c'est maintenant passible d'une amende qui peut monter jusqu'à 45 000 €. Le point central, c'est donc vraiment cette dualité. D'un côté, on a un outil absolument révolutionnaire pour la création, pour la science, pour la médecine, et de l'autre, on a une arme potentielle de tromperie et de manipulation massive. Au final, la technologie en elle-même est neutre. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et ça nous laisse avec cette question qui est juste vertigineuse. Si nos propres yeux, nos propres oreilles peuvent être trompés aussi facilement, sur quoi est-ce qu'on peut encore bâtir notre confiance? C'est un défi qui n'est plus seulement technique, il est philosophique. Et la réponse, elle devra forcément être collective.